Merci d'être tous si nombreux. On avait pas moins de 1600 inscrits il y a encore 1 heure avant de débuter ce webinaire. Merci également à mes partenaires, que ce soit Hyper Super ou l'ARS Île-de-France pour les partages sur les différents réseaux qui ont permis d'atteindre autant d'inscriptions. Merci surtout à mes 2 intervenants de ce soir, qui se sont libérés pour déconstruire ensemble quelques préjugés encore tenaces sur le TDAH. Donc avec nous, professeur à distance, donc tout de même avec nous, professeur Olivier Bonneau, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Barthélemy-Durand, et à mes côtés, le docteur Hélène Visser, psychiatre de l'adulte au Centre du neurodéveloppement adulte à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Concernant nos intervenants, voici les éventuels conflits d'intérêts. Et ensuite, concernant ce que on a prévu au programme pour ce soir, donc tout d'abord, on va débattre autour de quelques préjugés, idées reçues sur le TDAH. On va vous demander un petit peu de participation, voilà, pour essayer d'être dynamique et pour être sûr que vos capacités attentionnelles soient au maximum durant toute la durée de ce webinaire. Donc, on va vous poser une question à chaque préjugé pour savoir si vous pensez qu'il est vrai, qu'il est faux, ou vrai et faux à la fois. Voilà, vous êtes invité à répondre, mais ce n'est pas évidemment obligatoire. Par la suite, je vous présenterai très succinctement le CRTDH et quelle est la raison d'être face à ces préjugés. Et enfin, on va consacrer un gros quart d'heure de questions-réponses pour des questions générales sur le TDAH sans revenir sur des situations particulières. Sans plus attendre, je laisse la parole au professeur Bonneau. Alors déjà un petit quiz. Effectivement, c'est faux. Et alors pourquoi c'est faux? Enfin, c'est faux de manière assez simple en fait. Le TDAH a une réalité au moins dans les classifications internationales et dans toutes les classifications du monde. Et je dirais même également dans les classifications françaises qui sont parfois un peu décriées. Et il a surtout une réalité depuis plusieurs années, au moins depuis les années 80, même si, et Hélène en parlera, le TDAH, dans ce que c'est, existe depuis fort longtemps. Et il existait avant le médicament et il existera probablement après. Donc il n'y a pas grand-chose à voir avec l'idée que les laboratoires pharmaceutiques auraient fabriqué cette pathologie, ce trouble, pour vendre du médicament. En tout cas, on peut à peu près l'affirmer comme ça. Alors, on vous a mis les critères diagnostiques du TDAH que vous connaissez. Je peux les répéter rapidement, mais vous savez bien que c'est l'inattention, mais c'est la distractibilité, c'est l'impulsivité, et c'est parfois l'hyperactivité, mais pas toujours. Et puis souvent la dysrégulation émotionnelle, qui n'est pas dans les critères aujourd'hui, mais qui devrait en tout cas probablement chez l'enfant et même chez l'adulte apparaître. Et ce qui est surtout important, c'est que ces symptômes doivent être présents avant l'âge de 12 ans parce que c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc c'est au fond un trouble qui existe depuis toujours, même si ces manifestations apparaissent parfois un peu plus tardivement. Et ce qui en fait que c'est un trouble, c'est que ça a un impact sur la vie sociale, sur la vie académique et plus tard, bien sûr, sur la vie professionnelle. Alors ça, c'est une excellente question, en fait. C'est vrai que pendant extrêmement longtemps, on a pensé que c'était un problème qui était lié à des troubles, enfin, en tout cas, la psychiatrie, une partie de la psychologie. Un grand nombre de collègues ont pensé que ces troubles étaient liés à des problèmes éducatifs, parce que ce qu'on observait, c'était un enfant qui n'arrivait pas à se conformer aux règles éducatives qui étaient autour de lui. Et puis, on avait historiquement observé que, et ça date de la guerre, oui, la Deuxième Guerre mondiale, on avait historiquement observé que les enfants qui avaient pas beaucoup d'interactions avec des parents, parce que c'était dans les orphelinats et autres, finalement se développaient moins bien que les autres. Et donc, une idée avait germé, qui n'était pas complètement idiote pour l'époque, qui était de dire, bah, si au fond, quand il n'y a pas d'interaction avec les parents, les enfants se développent pas bien, c'est bien que c'est la faute des parents quand il y a un fonctionnement qui est anormal. Depuis, on a complètement changé, et depuis au moins une quarantaine d'années, complètement changé de perception et de compréhension. Ça n'est pas la faute des parents, mais attention, bien entendu, les parents ont un rôle dans l'éducation des enfants et ont un rôle dans ce que peut être parfois le comportement de leur enfant. Et le fait d'avoir un TDAH n'empêche pas d'avoir des difficultés sur le plan éducatif et donc une forme de responsabilité éducative. Et le fait d'avoir des difficultés sur le plan éducatif n'empêche pas non plus d'avoir un TDAH. C'est ça qui est important et on ne doit pas être dans quelque chose qui est automatiquement, bah oui, alors s'il y a des problèmes éducatifs, ça veut dire que c'est pas un TDAH. Non, pas du tout. Donc non, ça n'est pas de la faute des parents quand votre enfant a un TDAH. On peut le dire clairement, c'est dit, et on peut passer à la question suivante. Alors ça, c'est une bonne question. À la fois c'est faux et à la fois c'est vrai et faux.
En réalité, ce qui se passe, c'est que d'abord, on était en train d'étudier un phénomène qui est relativement récent. L'entrée massive des écrans. Alors, bien sûr, les enfants ont toujours eu des écrans, mais enfin, le fait que maintenant on en a 7, 8 par maison est quand même relativement récent. Et quand on étudie un phénomène récent, c'est pas facile. Il y a une excellente étude du journal Pediatrics en 2011 qui avait indiqué que quand on mettait son enfant devant la télé le matin, eh ben finalement, on avait beaucoup plus de mal, une demi-heure, une heure après. On avait un enfant qui avait du mal avec tout ce qui était récompense et attendre pour quelque chose. Hein. On lui proposait une glace, il lui fallait tout de suite, il était un peu surexcité. Et ça, les parents l'ont bien observé. Quand votre enfant sort de 2 heures de télé avec les yeux exorbités, eh ben, il est effectivement beaucoup plus difficile à gérer au quotidien. C'est pas pour autant qu'il a un TDAH, parce que ça peut être un effet qui va être effectivement pas de longue durée. Ce qui est plus embêtant, c'est pour les enfants plus petits, quand les facultés attentionnelles se mettent en place et que les enfants sont confrontés aux écrans et qu'ils sont confrontés aux écrans seuls, parce que regarder un film en famille, c'est pas du tout la même chose que d'être tout seul devant son écran, alors il peut y avoir un impact. Ce qui fait que la littérature, en fait, quand elle est globale, elle montre un impact relativement léger des écrans. Mais quand elle s'intéresse plus précisément à des âges d'enfants et à des enfants spécifiques, alors elle va pouvoir montrer un impact plus grand, en particulier, et c'est là aussi où c'est compliqué, je vous rappelle que le TDAH, c'est 5% des enfants. Donc quand vous faites une étude sur les écrans avec les enfants, vous incluez nécessairement beaucoup de TDAH, en particulier pour les TDAH qui, eux, sont particulièrement attirés par les écrans. Donc il y a une forme de cercle vicieux pour les enfants TDAH, comme c'est noté sur la diapo, qui ont un besoin comme ça de stimulation et qui vont donc aller plus vers les écrans alors même que ce n'est pas forcément une très bonne chose. Donc vrai et faux. Alors merveilleuse question aussi là, parce que le TDAH avait un sexe ratio considéré comme pratiquement 3 pour 1 ou 4 garçons pour une fille. Et puis progressivement, d'abord parce que notre profession s'est féminisée, la psychiatrie elle a été faite beaucoup par des hommes pendant des années. Et aujourd'hui, vous voyez, vous avez Hélène, alors il y a encore moi, mais enfin je suis plus âgé qu'elle, et donc qui, à un moment donné, ont regardé un peu différemment l'ensemble d'ailleurs des troubles qu'on observe, et particulièrement le TDAH, et sont aperçus que, au fond, la présentation, et c'est le cas pour toutes les maladies, à vrai dire, et pour tout ce qu'on peut retrouver même en dehors de la psychiatrie ou du neurodéveloppement, les femmes expriment les symptômes différemment. Et donc, les jeunes filles sont plus inattentives, mais moins agitées. Et donc, du coup, on les remarque moins. Et puis, il y a par ailleurs une forme de regard genré sur les femmes qui fait qu'on attend d'une femme autre chose que ce qu'on pourrait attendre d'un homme. Je parle pour la société dans sa collectivité, dans sa globalité. Et que du coup, une fille un peu distraite, qui est un peu au fond de la classe, qui est un peu dans la lune comme ça, va passer beaucoup plus inaperçue. Et aujourd'hui, qu'on a une meilleure connaissance et qu'un grand nombre de collègues travaillent sur ces sujets, Hélène bien sûr, d'autres, un peu dans tous les pays du monde, on s'aperçoit que le sexe ratio est peut-être pas de 3 ou 4 sur 1, mais peut-être beaucoup plus équilibré, et on a une reconnaissance bien meilleure de ce trouble qui du coup ne touche évidemment pas que les garçons. Bien sûr, c'est faux. C'est surtout ce qu'ils entendent depuis qu'ils sont tout petits. C'est ce qui fait que ces enfants ont des difficultés à développer une estime d'eux-mêmes relativement correcte ou de bonne qualité, parce qu'ils sont effectivement particulièrement soumis à ces messages négatifs. Ils ont des capacités de volonté. C'est pas une question de volonté d'avoir un TDAH, donc c'est absolument pas des personnes feignantes. On a aujourd'hui des données d'imagerie cérébrale qui nous le montrent en fait, que le fonctionnement en fait des TDAH est un fonctionnement plutôt dans une difficulté de synchronisation des réseaux d'attention et notamment du mode par défaut. Et qu'en fait, c'est bien plus une dysrégulation du fonctionnement que finalement un manque ou un trop d'attention. Mais c'est absolument pas quelque chose qui est de l'ordre de la volonté pour les patients. Et donc, très objectivement, il n'y a aucune raison de les accuser d'être fainéants. Et c'est surtout, comme ils l'entendent beaucoup, il faut évidemment surtout pas le faire. Alors, le bilan psychologique, il est très important, ce qu'on appelle parfois le bilan neuropsychologique, c'est-à-dire évaluer à la fois le niveau intellectuel d'un enfant, mais également ses capacités attentionnelles, ses fonctions exécutives. C'est un élément très important dans la prise en charge, dans la prise en soin, dans le parcours de soins d'un enfant, même d'un adulte avec TDAH. Mais pour autant, ce bilan n'est absolument pas nécessaire, obligatoire, recommandé
pour faire le diagnostic et pour poser le diagnostic. Et je le dis parce que c'est très important, ça vient des recommandations de la Haute Autorité de Santé, mais c'est également dans l'ensemble des recommandations internationales. Il n'est pas besoin d'avoir ce bilan. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les difficultés d'accès aux soins font que parfois on attend le psychiatre, alors on se dit, bon, je vais faire un bilan. Ces bilans, vous le savez, sont notoirement, très souvent non remboursés par la sécurité sociale et coûtent souvent assez cher et ne sont pas une obligation pour avoir une déclaration MDPH, ne sont pas une obligation pour quoi que ce soit. Donc, il faut qu'il soit effectivement posé par le médecin qui va juger que dans la prise en charge, il est important d'avoir ce bilan, mais ça n'est pas un coup près qu'il faut absolument avoir pour pouvoir faire le diagnostic. Non, le méthylphénidate n'est pas un médicament dangereux pour nos enfants. C'est vrai que comme il est classé sur la liste des stupéfiants, on peut avoir parfois des expériences un peu particulières dans les pharmacies où on se sent un peu regardé. C'est de plus en plus rare, mais ça peut arriver. On a travaillé avec l'ordre des pharmaciens pour que ça diminue et que ça ne se produise plus. Mais c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, pour lequel on bénéficie d'une littérature ultra abondante. Et donc, on connaît à la fois bien ses effets, qui sont très importants, qui sont d'ailleurs parmi les médicaments, je ne dis même pas les psychotropes, hein, parmi les médicaments qui sont utilisés en médecine, c'est probablement l'un des plus efficaces de tous les médicaments. Et puis, on connaît très bien également ses effets indésirables. Vous connaissez très bien la perte d'appétit qui peut arriver. On a éliminé la perte de taille, enfin, en tout cas le fait de ne pas grandir suffisamment dans la littérature. Il y a les problèmes, voire la toxicité cardiaque qui existe, qui est très très faible et qui surtout obtient une sorte de plateau au bout de 3 ans. Les petits mal à la tête qu'il peut y avoir, les petits tremblements qu'il peut y avoir, on les connaît, ils sont relativement faibles et surtout ils sont à mettre en regard de l'énorme bénéfice que peut avoir le traitement. Il n'existe pas en médecine de médicaments qui soient efficaces et qui n'aient absolument aucun effet désirable. Mais franchement, le profil du méthylphénidate est plutôt un bon profil et surtout, il est très, très bien connu. L'anxiété aussi, vous avez raison, je le vois marqué, et la dépression, je ne l'ai pas dit, on pourra y revenir, comme effet indésirable. Merci, professeur Bonneau. Hélène a la parole. Alors, le TDAH, c'est le nouveau trouble à la mode. Alors, c'est faux et un petit peu vrai. On va décrire un petit peu les choses. En fait, c'est pas du tout nouveau et Olivier l'a déjà dit. Le TDAH, ça existe depuis très longtemps. Vous voyez là une illustration de Philippe Kijigote qui est faite pour illustrer un conte écrit par un psychiatre allemand en 1844, qui était aussi écrivain, qui écrivait des contes pour enfants et qui fait déjà ces descriptions d'enfants qui ressemblent au TDAH. Donc, ça existe depuis longtemps. Ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on détecte mieux actuellement les troubles, on en parle plus, on les détecte mieux. Et attention, comme on en parle davantage, c'est très bien parce que ça a permis à des personnes qui n'étaient pas encore diagnostiquées d'aller vers le diagnostic et savoir faire le diagnostic. Mais le fait qu'on en parle, ça va faire aussi qu'il va y avoir un petit peu plus d'informations qui vont circuler, et notamment sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas toujours de bonnes informations. Pour détailler un petit peu, vous voyez donc là, je vous racontais, c'est quelque chose qui est ancien, donc effectivement, c'est ancien au point que ça a commencé, même des premières descriptions, vous voyez, au XVIIIe siècle. Et donc, il y a eu plein de termes qui ont été utilisés, qui ont été décrits comme l'agitation mentale, l'instabilité neuromotrice, le défaut du contrôle moral même. Ensuite, les lésions cérébrales minimes, apparues ensuite dans le DSM dès 1952. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose de très, très, très ancien. Vraiment bien décrit dans les classifications dès le DSM. Je vous ai mis aussi donc la ritaline qui est découverte actuellement aussi dès 1944, donc c'est pas quelque chose qui est récent et qui a été indiqué pour le TDAH dès 1961. Donc vous voyez, ce contraste avec à la fois quelque chose qui existe bien depuis longtemps, qui s'appelle donc TDAH depuis un petit peu plus récemment évidemment, mais la description qui en a été faite était vraiment plus ancienne. Et puis, le contraste avec, comme vous disiez, des réseaux sociaux qui ne vont pas forcément donner des bonnes informations. Alors ça, c'est une étude qu'on a fait avec des sociologues, avec Olivier aussi d'ailleurs, et d'autres collègues, et donc des collègues sociologues et psychiatres, dans laquelle on a répliqué à droite des études qui étaient faites par des Américains qui montraient que sur les réseaux sociaux, il y avait une très mauvaise information qui passait sur le TDAH. Et donc on a fait la même chose, et vous voyez qu'on a étudié l'autisme, le TDAH et la dyslexie. Ben, le TDAH, c'était celui qui avait le plus de mauvaises informations. Vous voyez, tout ce qui est en rouge, c'est vraiment la mauvaise information. Et donc, pour le TDAH, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent. Donc, plus de la moitié des informations sur les réseaux sociaux, ce sont des mauvaises informations. Et ça a donné quand même un petit effet de mode qui existe quand même avec parfois des personnes qui peuvent se reconnaître dans le TDAH, on le verra, alors qu'ils ont d'autres troubles. Mais il faut bien
garder en tête que le TDAH est avant tout très, 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 très sous-diagnostiqué et donc il y a à la fois ce sous-diagnostic qui reste important et évidemment, finalement, quand on en parle un petit peu plus, un petit peu d'effet de mode. Cette dernière diapo pour vous montrer que c'est important pour contrer cet effet qui pourrait être de mode un petit peu négatif, je vous conseille des sites comme le site Hyper Super, le super site TDAH Âge Adulte et bien sûr tous les centres ressources TDAH. Alors, ça se voit, donc on a répondu faux et vrai. Le TDAH, ça ne se voit pas sur la tête de la personne par rapport à d'autres troubles qui vont plus être visibles, ça ne va pas se voir comme ça. Ça ne va pas se voir non plus sur une prise de sang, sur une IRM, sur un examen médical quelconque. Ce qui va être visible, par contre, ça va dépendre beaucoup de l'âge et du profil de la personne. On peut faire la comparaison avec un iceberg avec une partie émergée des signes qui se voient. Alors, par exemple, l'agitation, l'hyperactivité va pouvoir se voir chez un enfant. Mais par contre, chez l'adulte, en général, on va avoir moins d'hyperactivité motrice. On va avoir des choses comme, par exemple, de l'impulsivité, qui vont pouvoir être perçues par les autres, et même qui vont pouvoir faire pour certaines personnes qu'elles peuvent se sentir être rejetées par d'autres personnes du fait des signes. Et puis, ce qu'on ne voit pas du tout, ce sont les parties immergées de l'iceberg. C'est tout ce que vit la personne avec un TDAH, par exemple l'épuisement du fait des stratégies d'adaptation, le fait de procrastiner, d'avoir des paralysies pour effectuer des tâches, le flot interrompu de pensée ou la baisse d'estime de soi, qui sont des choses que ressentent les personnes avec TDAH et pour lesquelles, finalement, l'entourage ou les personnes dans l'environnement ne vont pas forcément avoir connaissance et ne pas percevoir. Les psychostimulants rendent accro. Ça, il faut. La réponse est fausse. Si on a parlé de ça, c'est parce que vraiment il y a des idées par rapport à tout ce qui est psychostimulant, dans l'idée finalement de la structure chimique qui va être une structure qui est assez proche de celle des amphétamines notamment. Et donc, ce sont des médicaments, comme vous savez, qui sont sur prescription sécurisée, etc., qui font des choses qui font penser au fait d'avoir des addictions. Mais en fait, ce qui est important, c'est de se dire que finalement, c'est pas tant la molécule qui est importante que finalement la façon dont elle est utilisée. Je donnerai un point de comparaison. Par exemple, le potassium, quand il est utilisé en injection dans le sang directement, il peut être extrêmement dangereux pour le cœur. Il peut vous donner un arrêt du cœur. Et pour autant, il y a certaines personnes qui manquent de potassium. Et dans ce cas-là, on va leur donner des gélules de potassium à prendre. Et ça va justement leur sauver la vie et améliorer leur cœur. Donc, vous voyez bien, c'est la même molécule, mais en fait, elle est distribuée de façon très, très, très différente. Et donc, c'est ça qui est important de savoir, c'est que c'est pas parce qu'il y a une structure chimique qui est proche que finalement, on se retrouve avec une drogue qu'on donne aux enfants ou aux adultes. Et donc, comme Olivier l'a dit, c'est que souvent, le risque de ne pas traiter est bien supérieur à celui de traiter. Finalement, les psychostimulants sont des médicaments qui sont en général plutôt bien tolérés et qui ont surtout une très très bonne efficacité. Ce qu'on va voir, c'est que ça ne va pas donner un sevrage si on l'arrête. C'est pas du sevrage comme avec des drogues, c'est plutôt que finalement, les psychostimulants, quand on les prend, ils vont améliorer les symptômes. Et si on arrête, il va y avoir de nouveau des signes qui vont réapparaître et ça peut faire penser à la dépendance qui n'en est pas. Et donc, bien au contraire, quand on traite le TDAH, eh bien, finalement, on va réduire le risque de troubles liés à l'usage de substances. Les personnes avec TDAH sont à très fort risque d'avoir des troubles liés à l'usage de substances comme l'alcool ou d'autres drogues. Et en fait, quand on dépiste bien le TDAH chez les adolescents et qu'on le traite, eh bien, justement, on va diminuer le risque qu'ils aient des addictions à l'adolescence ou à l'âge adulte. Les troubles attentionnels peuvent être causés par autre chose que le TDAH, vrai ou faux? Alors là, c'est vrai. Les troubles attentionnels peuvent être causés par autre chose que le TDAH. Donc en fait, les difficultés attentionnelles, ça peut être dû à d'autres troubles que je vous ai mis sur le côté. Donc, soit ça peut être des troubles du sommeil, des troubles psychiques, des causes médicales ou d'autres troubles du neurodéveloppement. Donc, parmi les troubles du sommeil, comme des choses comme l'apnée du sommeil ou l'insomnie, c'est vraiment des troubles qui peuvent donner des problèmes attentionnels. Parmi les troubles psychiques, le fait d'avoir des troubles anxieux, un épisode dépressif ou du stress post-traumatique également, des choses auxquelles on pense moins comme la carence en fer, les dysfonctions de la thyroïde, l'épilepsie, les traumatismes crâniens, ou encore d'autres troubles du neurodéveloppement. Par exemple, si vous avez une dyslexie importante, une dyscalculie, etc., vous pouvez avoir également des difficultés à vous concentrer. Et donc, ces troubles, soit en fait, peuvent mieux expliquer les problèmes attentionnels que le TDAH, mais ce qui est très important, c'est que tous les troubles dont je viens de vous parler, ils peuvent aussi être associés au TDAH. Ils sont même très associés. Quand on a un TDAH, on a plus de risques de troubles. Et donc, ce qui est très important, c'est d'avoir une démarche diagnostique de qualité pour pouvoir bien diagnostiquer.
Donc, on le rappelle, il faut à la fois reprendre l'histoire développementale, s'assurer que les troubles sont présents depuis la petite enfance, que les symptômes soient bien présents toujours à l'âge adulte quand il s'agit d'un adulte, en nombre suffisant, qu'il y a un impact fonctionnel, et surtout, le dernier critère, mais qui est vraiment très important, c'est que en fait, les troubles ne soient pas mieux expliqués par un autre trouble. Donc, c'est vraiment toujours une démarche diagnostique qui est assez complexe et qui nécessite d'évaluer l'ensemble des troubles dont je vous ai parlé pour voir si finalement ils sont présents en association avec le TDAH ou à la place du TDAH. Alors, les signes du TDAH peuvent évoluer avec le temps, vrai ou faux? C'est vrai, les signes peuvent évoluer avec le temps. Alors, en fait, ils vont évoluer différemment en plus selon les personnes. Donc, il y a des signes souvent qui vont franchement s'atténuer. En général, par exemple, l'hyperactivité motrice se voit beaucoup moins chez les adultes que chez les enfants. D'ailleurs, même chez les personnes sans TDAH, on a moins d'hyperactivité, mais du coup, chez les personnes avec TDAH, c'est assez peu fréquent qu'une personne TDAH adulte ait une très franche hyperactivité, mais ça peut exister. Les signes en général peuvent s'atténuer, notamment dans les périodes de stabilité. Ils peuvent s'intensifier quand il y a des périodes de stress, de surcharge cognitive, de transition de vie, des troubles du sommeil, des troubles associés, etc. Donc en fait, il ne faut pas voir les choses comme quelque chose de fixe. Il y a donc là, comme sur l'illustration, un seuil diagnostique, et puis finalement, il va y avoir des signes qui vont fluctuer avec le temps. Si vous êtes dans une période de votre vie, les choses changent assez peu, que vous avez un travail qui correspond à vos capacités attentionnelles et finalement que vous avez assez peu de stress, que vous dormez bien, etc., et bien finalement, vous pouvez être plutôt mieux dans votre qualité de vie. Et mettons qu'il y a un changement dans votre vie, par exemple, finalement, vous perdez votre emploi pour une raison ou pour une autre, vous devez déménager, vous devez vous trouver un emploi, que finalement, l'emploi que vous trouvez, il est moins adapté à vos difficultés, à vos fragilités, on va dire plutôt. Et bien là, vous pouvez avoir de nouveau une exacerbation des signes. C'est vraiment quelque chose qui est fluctuant et qui va beaucoup dépendre de l'environnement et de comment la personne va pouvoir s'adapter plus ou moins à cet environnement. Alors, le TDAH est souvent associé à d'autres troubles, vrai ou faux? Alors c'est vrai, le TDAH est très souvent associé à d'autres troubles. Alors ici, j'ai mis en premier les troubles neurodéveloppementaux parce que quand on a un trouble du neurodéveloppement, eh bien, il faut toujours chercher un autre trouble du neurodéveloppement. Là, j'ai mis l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Je rappelle, il y a à peu près 15% de la population qui a un trouble du neurodéveloppement. Le TDAH est le plus fréquent, mais il est très souvent associé à d'autres troubles qu'il faut pouvoir rechercher, comme les troubles spécifiques du langage ou des apprentissages, les troubles moteurs, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles du développement intellectuel, etc. Il y a également les troubles psychiques. Et donc là, je vous ai mis une revue très récente de la littérature qui nous montre qu'effectivement, le TDAH est très associé à de nombreux troubles, notamment énormément de troubles du sommeil, mais également des troubles anxieux, des troubles liés à l'usage de substances, des troubles de l'humeur comme les troubles dépressifs ou les troubles bipolaires, ou encore les troubles de la personnalité, les suicides et tentatives de suicide ou la baisse d'estime de soi. Ce sont des troubles qui sont assez fréquents. Et pour revenir sur le dernier, eh bien, on a souvent aussi chez les personnes avec TDAH plus de troubles médicaux. Il y a plus, par exemple, de surpoids, même d'obésité, il y a plus de diabète, des maladies cardiovasculaires. Il y a plus aussi d'infections sexuellement transmissibles, plus de fractures liées aux accidents. Par exemple, il y a plus d'accidents de la route chez les personnes avec TDAH. Et donc, ce qui va faire qu'ils vont être confrontés plus à des problèmes médicaux. Le TDAH peut se confondre avec le TSA, vrai ou faux? Alors oui, le TDAH peut se confondre avec le TSA. Et d'ailleurs, c'est très impressionnant de voir qu'à la consultation TSA, donc de personnes qui consultent en se posant la question d'avoir un TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, finalement, on trouve beaucoup de personnes qui n'ont pas de TSA, mais qui ont en réalité un TDAH. Donc, je vous ai mis ici les signes cliniques du TSA selon le DSM-5. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'il va y avoir des signes qui sont présents dans le TSA, mais en fait, il va y avoir un certain chevauchement des signes cliniques. Souvent, on pense moins aux problèmes d'interaction sociale dans le TDAH, alors que pourtant, ça fait partie des critères de retentissement. Il y a très souvent des problèmes d'interaction sociale dans le TDAH. On sait moins aussi que le TDAH, par exemple, est associé à des difficultés de cognition sociale. Et donc, dès lors que la personne va rapporter des difficultés à se faire des amis et qu'elle va rapporter, par exemple, le fait de pouvoir potentiellement être rejetée par les autres ou à ne pas bien s'intégrer dans la conversation, eh ben, on va penser potentiellement à un TSA alors qu'il s'agit d'un TDAH. Donc souvent, en fait, il va y avoir, quand on regarde un petit peu de loin, des signes qui ont l'air proches, mais finalement qui sont expliqués de façon différente. On connaît aussi souvent moins, mais c'est pourtant assez présent, tout ce qui va être hypersensorialité, donc sur le plan sensoriel, associé au TDAH. C'est assez fréquent que les personnes avec TDAH, par exemple, ne supportent pas trop les étiquettes ou les bruits qui vont les distraire encore plus. Et ça, l'hypersensorialité, c'est quelque chose qui est assez décrit dans le TSA.
Et puis, on va avoir des signes qui vont se développer un peu secondairement, comme les routines. Et donc, un certain nombre de personnes avec TDAH, et notamment des adultes, vont développer secondairement des routines pour pouvoir justement compenser finalement leurs difficultés. Et donc, par exemple, à force de perdre leurs clés, elles vont mettre toujours leurs clés au même endroit, elles vont avoir des routines dans leur vie quotidienne, etc. Et donc, elles vont un peu plus ritualiser leur vie pour contrer un peu ces effets du TDAH, moins oublier, perdre leurs affaires, etc. Et donc, une fois qu'elles sont devenues un petit peu routinières, elles peuvent penser qu'il s'agit d'un signe de TSA, puisque les routines sont quelque chose qui est présent dans le TSA également, mais souvent de façon un peu différente. Donc, c'est important, par contre, de bien rechercher les signes quand on se pose la question d'un TSA, de toujours rechercher un TDAH. Donc, quand je forme les psychiatres, je leur dis toujours, si vous-même ou la personne se pose la question d'un TSA, cherchez aussi un TDAH, parce que peut-être que c'est un TDAH à la place d'un TSA. Mais ça peut être les deux aussi. Le TSA et le TDAH sont des troubles qui sont très associés entre eux. Et donc, on peut tout à fait présenter les deux troubles. Et c'est important, pour le coup, de chercher bien les deux. Je vous remercie pour votre attention. Merci à nos 2 intervenants pour s'être prêtés au jeu des questions-réponses. Concernant le CRTDH d'Île-de-France et son rôle face à tous ces préjugés. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a voulu déconstruire les préjugés? C'est parce que leur impact peut être majeur et assez délétère. Par exemple, une forte stigmatisation qui culpabilise les personnes concernées et les familles, une perte progressive de l'estime de soi des personnes concernées, éventuellement une erreur diagnostique qui prive les personnes d'un accompagnement adapté dès les premières difficultés, ou des diagnostics tardifs, comme l'a dit le professeur Bonneau, retardés principalement chez les petites filles et les femmes. Face à cette question, la délégation interministérielle a réalisé une instruction le 14 mai 2025 relative à la création d'une filière de soins et à la labellisation de centres ressources dédiés aux troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le but est d'ouvrir un centre ressources par région en partenariat avec un CRA ou un CRPLA. Ces centres ressources seront labellisés et financés dans chaque région par l'Agence régionale de la santé. Le but est d'être le garant de la coordination du parcours de soins et d'être aussi un point d'entrée clair et visible pour les familles. Quel a été donc le parti pris en Île-de-France? Le parti pris en Île-de-France est de ne pas avoir un centre unique, mais de construire de manière conjointe avec l'ensemble des acteurs institutionnels et hospitaliers de la région le centre ressources TDAH d'Île-de-France pour permettre de faire un état des lieux du territoire francilien et de regrouper les forces et de combler les manques identifiés. Plus particulièrement, la spécificité en Île-de-France, c'est la volonté d'avoir une implication du volet addictologie au regard de la comorbidité et de ne pas avoir une équipe de diagnostic dédiée au sein du centre TDAH d'Île-de-France, mais de recruter des médecins coordinateurs qui seront un véritable soutien pour le terrain et pour la montée en compétences des confrères. Pourquoi le CRAIF? Pourquoi on a organisé aujourd'hui ce webinaire? Parce que le CRAIF est l'un des acteurs du CRTDH d'Île-de-France en tant que coordination pour animer et coordonner la filière du TDAH sur le territoire francilien, promouvoir et organiser les formations à l'image de ce qui est déjà réalisé sur l'autisme depuis maintenant 20 ans au CRAIF. Surtout aussi identifier et cartographier les acteurs régionaux du TDAH pour pouvoir après les mettre en ligne sur un site internet et permettre l'accès plus facilement à la fois aux médecins et à la fois aux familles, de faciliter l'orientation des usagers et finalement de diffuser et promouvoir des ressources fiables et validées sur le TDAH parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a de nombreuses fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et voilà pourquoi aussi on a voulu faire ce webinaire ce soir, c'est pour vous annoncer que demain, à l'occasion de la Journée nationale du TDAH, le site internet du CRTDH d'Île-de-France, donc voici l'adresse en bas, tdh-île-de-france.org, ouvrira avec une partie des contenus déjà rédigés et à terme, une cartographie des différents acteurs sur lesquels on travaille ardemment. Si vous souhaitez en savoir plus, évidemment, on vous invite à consulter notre site internet, mais on vous invite également à vous inscrire au colloque international du GNCRA qui, pour sa 3e édition, organise un événement sur 2 jours, le 12 et 13 novembre, à La Défense. Les sujets seront donc à la fois l'autisme, le TDAH, les troubles 10, les troubles du développement intellectuel, à travers tous les âges. Maintenant, dans le temps des questions-réponses, j'en ai noté certaines, et surtout en régie que je remercie grandement parce qu'on ne voit pas, mais c'est un gros travail que de lancer les différents quiz et de gérer les questions. On en a certaines qui nous sont venues de manière assez fréquente, qu'on peut peut-être regrouper. Déjà, sur le traitement, nous nous demandons des quid du Xurta. Est-ce que c'est la même innocuité? Est-ce que cela entre dans les cellules comme une amphétamine? Alors, le Xurta, c'est donc la liste des amphétamines, et donc il est disponible depuis 2025 en France. Il n'est pas encore remboursé, malheureusement. Et donc, le Xurta, c'est ce qu'on appelle une prodrogue. Donc, en fait, il n'est pas actif directement. Et donc, il faut que, en gros, nos globules rouges l'activent parce que sinon, il n'est pas actif.
Et donc, en fait, ça n'a pas du tout la dangerosité justement de drogue, puisqu'en fait, tant qu'il n'est pas passé par les globules rouges, il n'aura pas cette activité. Donc, c'est un petit peu ce que c'est montré, même s'il y a des structures chimiques qui peuvent être un petit peu proches, bah, finalement, en elle-même, la molécule ne va pas du tout avoir la dangerosité. Au contraire, hein, donc on sait que la lisdexamfétamine, ça marche très bien, et notamment chez les adultes, et qu'il y a une tolérance, alors pas de 100%, hein, et forcément, comme tout médicament, comme je disais Olivier, il peut y avoir des effets secondaires. Mais globalement, ça marche plutôt très bien. HyperSuper a fait d'ailleurs très récemment un questionnaire aux personnes qui prenaient du Glurta qui est disponible sur leur site et qui est vraiment très satisfaisant, qui montre que finalement, globalement, les personnes qui ont un TDAH et prennent du Glurta sont très satisfaites globalement de ce traitement et avec une tolérance qui est plutôt très bonne. Encore une fois, sur les médicaments, c'était sur le méthylphénidate. On a donc comme question, est-ce qu'il doit être pris à vie? Ce qu'il est pris à vie, c'est toujours la question qui est posée, qui est assez licite d'une certaine façon. En fait, les études montrent plusieurs choses. Il y a un certain nombre d'individus qui ont besoin de le prendre pendant des très longues périodes. À vie, ce serait exagéré, mais enfin pendant de très longues périodes, au-delà de 10 ans, parce que chaque fois qu'ils arrêtent le traitement, s'aperçoivent que les symptômes qu'ils ont de TDAH reviennent. Non pas que ce soit parce qu'ils arrêtent le traitement que les symptômes reviennent, c'est parce que le traitement n'a qu'un effet suspensif. Et il existe un autre groupe, une autre distribution, un autre paquet, un autre cluster de personnes qui, quand ils prennent ce traitement, finalement, et notamment chez les enfants, je vous réponds plutôt chez les enfants, grâce au fait que ce médicament va soutenir l'attention et la vigilance, vont pouvoir apprendre par eux-mêmes à développer leur capacité attentionnelle et à les maintenir. Et de fait, quand on arrête le traitement, souvent on fait des essais. À titre personnel, moi je fais des essais pendant la période de juin scolaire, on va dire. Ils sont encore à l'école, mais les conseils de classe sont déjà passés, donc c'est encore l'environnement scolaire malgré tout. On s'aperçoit qu'ils n'en ont plus besoin. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prescrit ce traitement et puis on va proposer des périodes d'arrêt pour évaluer et pour voir comment ça se passe sans prendre le traitement médicamenteux. Donc, ce n'est pas forcément un traitement à vie. Également, une autre question, Olivier, je peux vous laisser répondre, c'est sur le traitement. Quelles sont les alternatives si ce n'est pas médicamenteux? Ce qui est merveilleux avec le TDAH, c'est que c'est un trouble qui est extrêmement sensible aux aménagements qu'on peut mettre en place. C'est ce qui explique d'une certaine façon qu'un grand nombre de gens qui ont un TDAH ne viennent même pas consulter parce que certains d'entre eux arrivent à trouver des aménagements tout seuls et ils s'adaptent. Alors, moi, j'ai des gens que je connais, je vois des adultes pas mal ces temps-ci, et alors ils disent, bah, écoutez, moi, j'ai vécu pendant des années avec des post-it partout pour éviter d'oublier les choses. Bon, finalement, je m'en sortais, ça me faisait une petite particularité, et mes défauts de planification, ça allait. Je savais que j'avais un problème de procrastination parce que dès que j'avais 3 ou 4 choses à faire, c'était difficile pour moi d'hierarchiser, alors je faisais des espèces de listes pour essayer de classer la première chose que je dois faire, la deuxième. Les aménagements qu'on met en place peuvent être extrêmement efficaces. C'est aussi ce qu'on fait quand on fait des groupes de compétences parentales pour les habilités parentales et pour essayer de trouver des aménagements à l'intérieur de la famille. C'est ce qu'on essaye de proposer. Il y a toutes sortes de petits feuillets pour l'éducation nationale pour pouvoir apprendre. Moi, je donne souvent l'exemple parce que je l'aime bien. Quand vous relisez avec un enfant qui a un TDAH la question, bah, finalement, vous apercevez qu'il en avait raté la moitié. Donc, c'est pour ça qu'il avait parfois des mauvaises notes. Et puis, ça peut fonctionner. Donc, il y a aujourd'hui, quand on regarde bien, à peu près uniquement un peu plus d'un enfant sur 5 qui a un TDAH qui prend un traitement. Et ça veut dire qu'il y en a 4 sur 5 qui n'en prennent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce que les aménagements fonctionnent bien. Donc voilà, la réponse, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire que le médicament. En tout cas, moi, ce que je voulais, pour finir, c'est vous remercier. Alors, Anne, mais aussi Elodie, qui est là en coulisses et qui œuvre pour le CRTDH depuis déjà quelques mois et avec vraiment, vous voyez, une forte activité, une forte efficacité, puisque en fait, elles sont arrivées cette année et donc le site est prêt pour demain. On a déjà ce webinaire et donc ça augure de très bonnes choses pour ce CRTDH que nous inaugurons cette année. Merci à tous. Merci à tous.